Mes chers compatriotes, bonjour, al-salam alaikum, la pia lessi, la yessi. Je voudrais, à la veille de la commémoration de la proclamation de l'indépendance de notre pays, avoir le privilège et l'honneur que vous connaissez de vous adresser ces quelques mots pour regarder l'avenir de notre pays, que nous devrons bâtir dans la justice et l'égalité. Le 11 août est supposé être la date où nous commémorons l'indépendance de notre pays. L'indépendance est donc l'absence de dépendance. Mais comme vous le savez, les mères et les pères fondateurs de notre pays, dans l'euphorie de la proclamation de l'indépendance, ont eu la subtilité de mettre dans ce qui était une sorte de prière adressée à notre peuple, l'hymne de notre pays, de mettre cette subtilité qui est de dire à toi, peuple tchadien, que tu as conquis ta terre et ton droit, mais ta liberté naîtra de ton courage. Alors nos frères en face pensent que la proclamation de l'indépendance était la consécration de la liberté. Ils se sont trompés. Parce que les pères fondateurs de notre pays ont rappelé que la proclamation de l'indépendance voulait dire que le peuple tchadien, tu as conquis ta terre, 1 284 000 km², ton droit, le droit de choisir ses dirigeants, le droit à l'autodétermination, mais ta liberté, elle naîtra de ton courage. Cette conjugaison au futur, cette adresse au futur, parlant de la liberté qui n'est pas acquise au moment des indépendances, est un cinglant rappel pour nous tous. Alors, ce 11 août, entouré de quelques-uns des combattants de la justice et de l'égalité, quelque part en Afrique, nous allons partager un repas de la dignité collective, le cœur tourné vers le Tchad, une pensée pieuse pour nos plus de 300 camarades qui ont été sèchement abattus le 20 octobre 2022 dans ce chemin des durs qui trace le chemin quand le chemin est dur et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, avec une pensée de solidarité avec nos camarades encore restés en prison, avec un cœur tourné vers ce pays pour lequel, pour vous, les 16 millions de Tchadiens qui n'avaient pas accès à l'électricité et qui vous demandez de quelle indépendance nous parlons, quelle est l'indépendance pour quelqu'un qui n'a pas l'électricité? C'est bien l'indépendance énergétique que nous n'avons pas encore. Pour vous, les 16 millions de Tchadiens. Pour vous, les 7,5 millions de Tchadiens qui n'avaient pas 1000 francs par jour pour manger et qui dépendaient donc de la faim, de la misère. La seule question qui vous vient à l'esprit, c'est quand est-ce que nous serons indépendants de la faim et de la misère? Pour vous, les millions de chômeurs, qu'est-ce que c'est que l'indépendance pour vous? C'est lorsque vous n'allez pas dépendre du sous-emploi et de la précarité, mais vous allez plutôt embrasser l'opportunité qui est possible d'être créée dans ce pays. Voilà autant de choses. Et pour les malades qui êtes soumis à la maladie dans des hôpitaux qui n'ont pas de moyens pour vous soigner, qu'est-ce que l'indépendance pour un malade? C'est bien de quitter les lits de l'hôpital en ayant été soigné. Qu'est-ce que l'indépendance pour quelqu'un qui a faim? Eh bien, c'est d'avoir à manger. Qu'est-ce que l'indépendance pour quelqu'un qui a soif? C'est d'avoir de l'eau potable. Donc pour vous tous, il n'y a pas probablement beaucoup de choses à célébrer. Mais pour tout le peuple dans sa globalité, la véritable indépendance, c'est lorsque un peuple choisit ses dirigeants. Parce qu'un peuple qui ne choisit pas ses dirigeants est un peuple soumis, est un peuple d'esclaves, est un peuple dominé. Et le plus grand drame de notre pays, c'est que même si nous avions conquis la terre de 1 284 000 km², même si nous avons conquis le droit à l'autodétermination, notre liberté
de choisir nos dirigeants qui fait un peuple, nous ne l'avons jamais exercé. Donc le grand combat devant nous tous, c'est le combat de choisir nos dirigeants. Le drame de notre pays, c'est que jamais dans l'histoire du Tchad, le peuple tchadien a choisi ses dirigeants. Quelques personnes à bord de quelques pick-up ont parfois confisqué le pouvoir. Des puissances étrangères ont parfois imposé des dirigeants. Et chacun de vous, en se regardant dans le miroir et en regardant en miroir l'histoire de notre pays jusqu'au moment de cette période transitoire, quand est-ce que les Tchadiens ont choisi leurs dirigeants? Et un peuple qui ne choisit pas ses dirigeants est un peuple, faut-il le rappeler encore, soumis, dominé ou un peuple d'esclaves. Et la question, la seule qui se pose à nous tous en tant que Tchadiens, c'est est-ce que nous avons le courage d'exercer cette liberté, le courage de cette liberté, afin de pouvoir choisir nos dirigeants. Et lorsque nous aurons choisi des dirigeants, ils seront forcément des serviteurs de ce peuple. Et ils pourront faire en sorte qu'un village ait un système d'accès à l'électricité, un village ait une école, un village ait un centre de santé, un village ait une route d'accès, un village ait une industrie de transformation des produits de première nécessité. Lorsque nous aurons choisi nos dirigeants, nous ferons en sorte que les ressources que nous avons puissent nous permettre de donner accès à l'électricité, de créer des emplois, de combattre la pauvreté, de faire du Tchad une terre d'opportunité pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Et c'est alors à ce moment-là que nous aurions été fidèles à nos pères et mères fondateurs qui, pendant les indépendances, alors que tout le monde voulait célébrer la liberté, ils nous ont rappelé en disant calmez-vous d'une certaine manière, vous avez conquis votre terre, votre droit, mais votre liberté naîtra de votre courage. Alors, mes chers compatriotes, avec cette pensée, avec ce cœur tourné vers le Tchad, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons rentrer tous. J'espère que le grand repas de la dignité collective que nous allons partager avec ces centaines, ces milliers qui ont été obligés de quitter temporairement votre pays, notre pays, pour porter la voix de ce peuple, afin que l'histoire de la persécution ne soit pas racontée par le persécuteur, afin que l'histoire, je dirais que le bourreau ne raconte pas l'histoire à la place de la victime, et que, à travers le monde, que ce peuple se fasse entendre dans sa ferme volonté de créer les conditions d'un Tchad de justice et d'égalité, parce que la justice et l'égalité sont les conditions sine qua non de la dignité à regagner ensemble. Donc, en partageant ce repas de dignité ce 11 août, nous aurions à cœur de vous retrouver sur le terrain, parce que la mission que vous nous avez confiée pour parcourir le monde, d'Amérique en Asie, d'Europe, j'allais dire d'Afrique à l'Europe, en passant par tous les coins, pour que plus personne ne vienne vous dire qu'il ne savait pas ce qui se passait. Cette mission que vous nous avez confiée 10 jours après les persécutions dont nous avons fait l'objet, parce que nous voulions exiger la justice et l'égalité afin de transformer le Tchad en une terre d'opportunité pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Cette histoire, elle est connue au monde. Alors nous allons, comme nous le savions et comme nous l'avions toujours dit, la plus grande force d'un peuple, c'est le peuple lui-même. Et le plus grand combat pour un peuple, ça se mène avec ce peuple, à côté de ce peuple et sur le terrain. Et donc, nous allons, parce que nous avons fini la mission que vous nous aviez confiée, avoir l'occasion de rentrer et de travailler à vos côtés pour continuer cette lutte qui nous conduira à la victoire prochaine, à cette terre promise là, de justice et d'égalité, afin que chaque Tchadien et chaque Tchadienne retrouve la dignité. Alors nous n'allons pas rentrer bredouille. Nous allons rentrer avec un état d'esprit nouveau, un état d'esprit renforcé, conforté, déterminé, afin de nous battre à vos côtés. Nous allons rentrer aussi avec des outils nouveaux, avec des boucliers nouveaux, afin d'être capable de continuer cette lutte. Nous avons mis aussi en chantier un certain nombre d'actions, qui sont des actions qui porteront leurs fruits
à court, à moyen et à long terme. Et parce que vous saviez que le combat que nous menions a une dimension populaire qui est la vôtre, qui est le bouclier populaire, c'est le plus grand bouclier, a une dimension médiatique, diplomatique, a une dimension, je dirais, économique, a une dimension de narrative aussi à raconter au monde afin que les gens connaissent la vraie histoire de ce peuple-là qui gémit, qui se bat, qui est debout et qui est fidèle au ta liberté naîtra de ton courage et qui a payé le prix fort. Il était indispensable que nous, vos porte-flambeaux, puissions porter ce message-là à l'international afin que personne ne vienne vous raconter une autre histoire. Mais parce que nous sommes aussi déterminés à privilégier, malgré les massacres, malgré les persécutions, malgré le non-respect des engagements, à privilégier, le dialogue, la réconciliation nationale, nous avons souhaité l'implication de tous les partenaires, en commençant par l'institution qui doit être considérée comme la plus grande institution concernant les nations du monde, les Nations Unies dont nous avons souhaité l'implication. Puis l'implication de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dont le facilitateur nous a aussi reçus. Et les différents autres partenaires impliqués dans le dossier tchadien, que ce soit des pays africains, que ce soit des pays dans le Golfe, que ce soit des pays en Europe qui ont été impliqués, nous avons porté partout le message, la voix, les revendications de ce peuple-là avec une option préférentielle pour une réconciliation nationale, pour une plus grande inclusivité, pour une plus grande diversité. Et donc nous avons mis sur la table cette offre de réconciliation nationale en vos noms. Réconciliation nationale dans la justice et l'égalité pour la démocratie. Oui, nous avons donc mis sur la table cette proposition de réconciliation nationale pour la justice et l'égalité afin de permettre à la démocratie enfin d'arriver dans notre pays et permettre que les Tchadiens, pour la première fois de leur histoire, puissent choisir leurs dirigeants. Et qu'on ne leur impose pas leurs dirigeants comme ça a été le cas par des puissances étrangères, comme ça a été le cas par des petits groupes. Et donc, cette offre préférentielle, nous avons eu l'occasion d'en discuter. Les contenus, nous vous avions promis que nous allions faire en sorte que tous ces partenaires-là soient au chevet du Tchad. Et ce mois qui vient de passer a vu se défiler à N'Djamena la plupart de tous ceux dont nous vous avons parlé. Vous avez suivi de bout en bout nos déplacements dans les capitales africaines, dans les capitales occidentales, au Moyen-Orient, etc. Non pas parce que la solution se trouverait là-bas, mais parce que nous voulions porter la voix de ce peuple pour que chacun voie et que chacun comprenne les enjeux et les attentes et les exigences de ce peuple. Aujourd'hui que tous se sont déplacés, y compris N'Djamena, au chevet de la réalité sur le terrain, eh bien, il me semble que la mission qui a valu votre approbation a été accomplie avec ces différentes équipes réparties à travers le monde qui ont travaillé jour et nuit afin que la vraie histoire, les vrais chiffres, les vrais massacres, les vraies arrestations, les vraies persécutions soient racontées en détail pour que plus personne ne vienne nous dire qu'il ne savait pas ce qui est en train de se passer au pays. Et donc, parce que cette mission a été accomplie, nous travaillons donc à rentrer tous pour continuer le combat à vos côtés. De toutes les façons, quand vous partez chez vous, vous n'avez pas besoin d'une permission. Mais nous espérons donc que cette offre de réconciliation nationale dans la justice et l'égalité trouvera un accord. Parce que tout le monde aujourd'hui a convenu, je cite, que la transition au Tchad a déraillé et qu'il faut le remettre sur les rails. Confère déclaration du président en exercice à l'époque de la CEAC, facilitateur pour le Tchad, qui a fait une déclaration publique dans ce sens, parlant de l'obligation de remettre la transition tchadienne sur les rails. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'inclusivité comme il se le doit et que dans un pays de diversité pareil, faire en sorte d'organiser une transition qui manque autant de diversité est un problème.
Tout le monde a compris que le non-respect des engagements initialement pris, y compris vis-à-vis de l'Union africaine, y compris vis-à-vis des Nations unies, y compris vis-à-vis des différents partenaires, et la demande forte de ce peuple pour le respect de ses engagements a occasionné cette brutalité et ces massacres dont chacun avait voulu minimiser les chiffres, les nombres au début, mais tout le monde a migré vers la vérité qui, même si elle avait pris les escaliers, a fini par rattraper le mensonge qui avait pris les ascenseurs. Et donc, cette mission, mes chers compatriotes, la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, c'est que nous l'avions fini. Et ce qui résultera donc des consultations qui ont eu lieu à N'Djamena, dans les différentes capitales, par rapport à cette offre globale de réconciliation nationale qui concerne l'ensemble des acteurs, ce qui en résultera ne dépend plus, je dirais, de nous uniquement. Ça dépend donc des deux camps en face, puisqu'il y a eu une rupture. Et donc, est-ce que tous les deux camps ont la volonté d'une réconciliation sur la base de la justice et l'égalité? Nous avons mis sur la table cette offre de réconciliation. L'échec de la réconciliation, c'est quoi? C'est la séparation. L'échec de la réconciliation, c'est la domination d'un camp sur un autre. L'échec de la réconciliation, c'est la consécration de deux chemins divergents que nous n'avons jamais souhaité, que nous n'avons jamais voulu avoir en option préférentielle et contre laquelle nous nous sommes battus, même y compris dans des moments de douleur, dans des moments où c'est dur. Quand le chemin est dur, vous le saviez, seuls les durs tracent le chemin et nous voulons tracer un chemin de dignité pour ce peuple-là, avec vous, pour vous, avec vous, afin que, enfin, la liberté qui naîtra de ton courage devienne réalité. Afin de transformer cette prière à travers notre hymne national, cette espérance proposée par nos pères et mères fondateurs au moment des indépendances pour nous dire, à nous, descendants des Sao, que nous n'avions pas encore notre liberté et que cette liberté naîtra de notre courage. Alors ces chants que nous chantons, ta liberté naîtra de ton courage, eh bien, nous voulions faire en sorte que ces chants-là deviennent une réalité. Et donc, nous allons pouvoir rentrer, nous espérons pouvoir rentrer avec tous les accords possibles pour dessiner un nouveau départ. Mais même s'il n'y avait pas d'accord au final, ce pays est le nôtre et le bouclier populaire ne peut être abandonné au nom d'autres boucliers. Parce que c'est toutes les dimensions mises ensemble qui garantiront à ce peuple la terre promise, la victoire certaine sur la base de la justice et de l'égalité. Et donc, nous attendons aussi d'avoir les résultats de cela. Et comme nous sommes devenus un peuple qui ne croit plus qu'aux actes, comme nous l'avions dit, eh bien ce n'est plus les déclarations d'intention, ce n'est plus les déplacements dans une capitale ou dans une autre qui suffiront. Ce sont les actes qui permettront à ce peuple, à vous, de pouvoir vous dire si oui ou non, tous ces partenaires, tous les acteurs en présence sont animés de bonne foi et sont véritablement engagés dans une démarche de faire en sorte que le Tchad aille sur des nouvelles bases. Et alors, oui, nous avons mis sur la table une offre de réconciliation nationale. Et je peux presque entendre certains se dire, malgré ce qui s'est passé, vous proposez quand même la réconciliation nationale? Oui. Oui, il y a eu une rupture aujourd'hui, mais c'est dans la rupture qu'on peut proposer une réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale doit être capable de permettre d'avoir des outils concrets et opérationnels qui permettront de garantir la sécurité de tous, de promouvoir la justice et l'égalité et de faire en sorte que plus jamais nous ne revenions sur ce qui s'est passé. Et donc, ces offres, ces éléments qui sont le résultat de cette intelligence collective dont vous avez toujours fait montre à nos côtés dès le début, nous l'avons défendu bec et ongle partout où nous sommes allés. Et donc, aujourd'hui, je dirais, la balle est dans le camp de nos frères en face. Mais c'est le peuple qui jugera de l'effectivité, de la pertinence de ce qui sera mis sur la table
Et c'est à ce peuple-là uniquement d'en juger je dirais, l'efficacité d'une certaine manière. Et donc, la bonne nouvelle que je souhaitais vous annoncer ce soir, c'est que nous avons accompli la mission pour laquelle nous étions contraints et obligés, mais avec votre approbation, de sortir du pays 10 jours après les massacres et de prendre notre bâton de pèlerin à côté des autres intelligences et des autres braves de tous les horizons, de la société civile, des avocats, des journalistes, etc., etc. Et nous sommes allés partout et nous avons conjugué nos forces pour porter votre voix, votre espérance et porter ces propositions et porter vos attentes à travers le monde, mais avec aussi la volonté d'avancer, en étant capable de dessiner un chemin, parce que les temps sont durs, mais il faut dessiner un chemin, parce que dans ces moments qui sont durs, c'est les durs qui vont tracer un chemin, mais un chemin même sûr. Et les leçons que nous avons tirées ensemble, sur ce qui nous manquait, sur ce qui devait être fait encore avec plus de force, etc., tout ça nous a amené à mettre, je dirais un peu au feu, plusieurs chantiers sont ouverts aujourd'hui. Et ces chantiers, comme vous le savez, parfois, la fondation peut prendre un peu de temps, la consolidation peut prendre du temps, mais la certitude d'arriver à la charpente et d'arriver au toit est là, et nous allons y arriver ensemble. Et tous les piliers, en tant que un des représentants, un des porte-voix de cette mission que vous nous aviez confiée pour faire le tour à travers le monde. Je ne prendrai plus trop de votre temps. Je voudrais simplement vous laisser avec ce message qui est le message d'espoir et d'espérance. Et en vous disant que le jour, l'heure des uns et des autres pour ce retour vous sera annoncé. Mais je voulais que vous gardiez l'espoir, que vous sachiez que nous sommes sortis pour revenir nous battre à vos côtés et nous allons rentrer pour continuer à nous battre à vos côtés. Et la bonne foi, si elle est au rendez-vous, enfin, eh bien ce sera à travers un accord de réconciliation nationale dont les deux piliers seront la justice et l'égalité, afin de dessiner un Tchad de dignité et de protection et d'opportunité pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Si ce Tchad-là échoue, ce sont des chemins divergents qui seront continuer d'une certaine manière. Et ça n'a jamais été notre volonté, ça n'a jamais été notre option préférentielle. Et vous vous souvenez que nous avions toujours dit que l'option préférentielle, c'est la réconciliation dans la justice et l'égalité afin de promouvoir la démocratie. Et l'absence de l'option préférentielle, ça voudrait dire une rupture définitive. Et la rupture définitive n'a jamais été notre option préférentielle. Et je voudrais enfin vous demander, mes chers compatriotes, de continuer à ouvrir les yeux. Regardez autour de vous. Et ce qui se passe au Soudan a démontré aux yeux du monde qu'il ne suffit pas d'avoir des gens lourdement armés pour garantir la stabilité d'un territoire. Lorsque nous avons, avec vous, prôné l'urgence d'aller vers un Tchad de démocratie où les Tchadiens choisiront leurs dirigeants, on nous avait voulu opposer un Tchad qui a besoin des hommes armés à tous les bouts de champ. Et nous avons voulu dire qu'un pays, c'est deux jambes, la sécurité elle est importante, mais aussi la démocratie et le développement sont importants. C'est les deux ensemble qui permettront à un pays de rester debout. Donc je crois que le contre-exemple du Soudan à côté, où tout le monde est armé, où tout le monde est général, a permis de montrer qu'un pays ne se bâtit pas uniquement avec des généraux, et qu'on a besoin des généraux autant que des civils. Et que dans un pays, eh bien, c'est les deux ensemble, dans une sorte un peu de jambe gauche et de jambe droite, qu'on finira par faire du Tchad aussi un pays stable. La véritable stabilité, ce n'est pas de donner l'arme à chacun des gens dans un pays ou d'armer une partie de la population contre une autre partie. Parce que si tel était le cas, le Soudan aujourd'hui ne serait pas dans la situation où elle est. Nous aurions aimé pouvoir être entendus un peu plus en amont. Ensuite, nous avions rappelé, prenez le cas du Niger aujourd'hui, qui sont aussi là des leçons pour nous tous. Et vous vous souvenez que au moment du début de la transition, nous avions rappelé à l'Union africaine, aux représentants du G5 Sahel, parmi lesquels les dirigeants, y compris du Niger, et des autres qui étaient au chevet du Tchad, que l'option préférentielle pour tous, c'est bien la démocratie. Et que si on voulait laisser la latitude à chaque groupe de trouver une raison pour organiser un coup d'État,
il y aurait d'autres coups d'État. Nous avions dit le 18 mai, vous vous souvenez, 2021 à l'Union africaine, que si un coup d'État pouvait être autorisé, justifié, expliqué pour une raison sécuritaire, pour la lutte contre la corruption, on peut organiser un coup d'État. Pour l'inclusion, on peut organiser un coup d'État. Pour la mauvaise gueule de l'autre en face de soi, on peut organiser un coup d'État. Et quand en la matière, il ne pouvait pas y avoir d'exception. Et si on faisait l'exception au Tchad, il y aura d'autres coups d'État. Non pas seulement au Tchad, mais aussi en Afrique. Nous aurions aimé ne pas avoir raison. L'histoire est en train de nous donner raison. Mais vous deviez aussi, en tant que peuple éduqué aujourd'hui, vous demander pourquoi certains partenaires, certaines organisations veulent apparaître comme plus offensives pour défendre la démocratie dans un même espace qui s'appelle le Sahel. Eh bien, on défend, semble-t-il, la démocratie dans certains pays et pas dans d'autres. Je l'ai rappelé un peu dans une sorte de boutade à certains que le Niger et le Tchad ont en commun la poussière, la viande, le désert, le pétrole, etc., etc. Nous avons même des peuples qui se ressemblent. Et tous aspirent à quoi? À la démocratie. Est-ce que le peuple tchadien ne mérite pas aussi plus la démocratie? Comment on peut expliquer aux Tchadiens qu'une démocratie dans un pays est plus défendable que dans une autre? Si on considère que les Nigériens sont plus évolués pour mériter la démocratie et les Tchadiens ne le seraient pas, voilà les mêmes réflexes qui ont amené les colons hier à considérer qu'en fonction de la couleur de peau, de la manière de prier, du territoire dont vous êtes issus, vous méritez, oui ou non, le droit de choisir vos dirigeants. Et ceux qui aujourd'hui vous rabâchent les oreilles en disant que dans tel pays, tel dirigeant a été démocratiquement élu, tous les dirigeants qui ont été balayés par la démocratie, par les coups d'État, ont été, semble-t-il, démocratiquement élus. Donc, est-ce qu'il y a des coups d'État qui sont meilleurs que d'autres? Nous ne le pensons pas. Les coups d'État constitutionnels sont aussi détestables et condamnables que les coups d'État électoraux, qui sont aussi détestables et condamnables que les coups d'État militaires. Et donc, ces logiques et ces cohérences, continuons à les avoir, même quand nous avons l'impression que le monde ne nous comprend pas. C'est ça la cohérence, c'est ça la détermination, c'est ça la conviction. Et donc, en tant qu'un peuple qui veut se libérer, nous ne devons pas nous laisser perturber par ces jugements d'un moment, par ces considérations à géométrie variable. Nous ne sommes plus naïfs en tant que peuple. Et ça, c'est aussi notre plus grande force, mes chers compatriotes. Je voudrais vous demander de garder sa cheville ouvrière. La plus grande force que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus vous mentir. Que ce soit des acteurs nationaux à l'échelle du Tchad ou des acteurs internationaux, que ce soit une grande puissance ou une petite puissance, on ne peut plus vous mentir parce que vous êtes un peuple éveillé. Ma plus grande fierté pour le travail que nous avons mené ensemble, c'est que nous avons eu une transformation des mentalités. Et ce qui se passe dans votre tête, personne ne vous l'enlèvera. Cette conviction, parce que la plus grande des forces d'un peuple, c'est d'abord la force de son mindset, de son état d'esprit. Et quand je vous ai dit que nous allons rentrer avec un état d'esprit renforcé, c'est qu'en allant rencontrer chacun des différents acteurs, nous rentrons encore avec des éléments nouveaux pour continuer cette lutte, aujourd'hui plus que jamais avec la plus grande détermination qui soit. Nous ne sommes pas sortis parce que notre vie aurait plus d'importance que la vie des autres. Et lorsque nous devions lancer il y a 5 ans, les transformateurs à vos côtés, nous n'avions demandé la garantie de rien du tout à personne. Et nous nous sommes engagés avec la ferme conviction d'y aller à 100% tous les jours de notre vie. Et je suis convaincu, de par la confiance dont vous me faites, de par les messages que je reçois de vous, que cette confiance n'a fait que grandir. Et vous savez que seul, en petit groupe, face à un chef d'État, face à une institution, face à un groupe, face à un média, vous nous faites confiance pour défendre quoi? Le peuple. Pour défendre quoi? La justice et l'égalité. Pour défendre quoi? Les opportunités pour tout le monde. Et donc, c'est convaincu de cela que nous étions sortis pour porter votre voix. Et aujourd'hui, ce que nous pouvions humainement faire à notre niveau, nous l'avons fait. Et ce que nous avons pu promettre, nous avons pu le faire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ce qui en résultera, eh bien, ça ne dépend pas uniquement de nous. Et je vais vous laisser avec une réflexion pour finir.
Vous savez, parfois, même quand le monde est conscient que ce que vous demandez, ce que vous exigez en tant que peuple est vrai, est authentique et est ce qui doit être fait, le monde peut choisir de se détourner et de choisir son temps pour agir à vos côtés. Et prenez une histoire, l'histoire de l'Afrique du Sud. L'apartheid en Afrique du Sud. Lorsque les défenseurs d'une Afrique du Sud arc-en-ciel de diversité pour tous les peuples d'Afrique du Sud s'engageaient et étaient déterminés pour lutter, pour créer les conditions pour tout le monde, est-ce que vous pensez que les pays au monde qui soutenaient l'apartheid en Afrique du Sud, qui soutenaient le petit groupe qui avait confisqué le pouvoir pendant, non pas une journée, 2 journées, non pas une année, 2 ans, pendant 30 ans, 40 ans en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que le monde ne savait pas que ce qui s'est passé en Afrique du Sud n'était pas défendable? Le monde le savait. Mais le monde a choisi de ne pas mettre l'Afrique du Sud sur son agenda. Donc, ne soyez pas découragés parce que votre pays n'est pas mis sur l'agenda du monde avec la considération que vous espérez. Cela ne doit jamais vous décourager. Parce que si cela avait découragé les Mandela, ils n'auraient pas continué la lutte. Ils étaient plus nombreux qui voulaient la justice et l'égalité. Mais il y avait un petit groupe en face d'eux qui était armé, hyper armé, et qui avait même bénéficié des soutiens des puissances qui, par ailleurs, disaient au monde entier qu'ils étaient pour la démocratie, patati, patata. Ils n'ont jamais été pour cela jusqu'au jour où ça les a un peu chantés. Mais c'est parce que, à l'intérieur, comme dans la diaspora, ils ont travaillé, les Sud-Africains, à consolider leur lutte, à mobiliser tous les boucliers. Mais malgré cela, ça leur a pris des années. Donc je voudrais vous rappeler encore ce soir, avec ma ferme conviction et détermination, souvenez-vous du discours de Yaoundé. Ça prendra 3 ans ou 30 ans, mais la transformation du Tchad va avoir lieu. Aujourd'hui, j'ai encore 100 fois plus d'énergie. Je l'ai parce que à côté de moi, et tout ce que je vois, tous vos représentants qui sont sortis, ils sont plus déterminés que jamais. Et ceux qu'on a emprisonnés, en espérant tuer leur engagement pour la justice et l'égalité, quand ils sont sortis, en chantant, en priant, ils ont rappelé Darda Darnasi, Malama Idoruna, Aye Namshu, Aye Nidoru Adalla, Aye Nidoru Al-Moussawa, Aye Namshu, parce que Darda Darna, ce pays est le nôtre, Beda Tobelesi. C'est ça qu'ils ont rappelé au monde. Ça, cette détermination, croyez-moi, c'est mon énergie renouvelable. Donc c'est avec une plus grande et ferme conviction encore aujourd'hui. Mais demain, à vos côtés, nous pourrons regarder chaque peuple, chaque dirigeant les yeux dans les yeux. Il ne viendra pas nous raconter des histoires. Parce qu'ils savent la vraie histoire du pays. Ils connaissent les vraies réalités. S'ils choisissent de se détourner, comme le monde s'est détourné, des combats que certains ont menés au nom de la justice, et vous allez entendre tous les noms d'oiseaux. On vous qualifiera de communautaristes. On vous qualifiera. On a dit à Mandela, par exemple, qu'il était en train de se battre pour les Sud-Africains noirs au détriment des Sud-Africains blancs. Il n'y avait rien d'aussi faux. Mais on voulait qu'il nie la réalité de cette souffrance des Noirs en Afrique du Sud. L'apartheid, ça change simplement de dénominateur je dirais de numérateur dans certains endroits, mais le même dénominateur, c'est l'exclusion. Et donc, remplacer blanc ou noir par des groupes dans vos différents pays et vous verrez que les exclusions sont organisées. Si ce n'est pas sur la base de la couleur de la peau, c'est sur la base de la manière de prier. Si ce n'est pas sur la base de la manière de prier, c'est sur la base des métiers. Si ce n'est pas les métiers, c'est l'ethnie. Si ce n'est pas l'ethnie, etc., c'est le genre. Toutes ces exclusions, tous ces apartheids-là méritent qu'on y mette fin par tous les moyens. Et donc cette détermination-là, aucun poste ne peut l'acheter. Aucun contrat ne peut l'obtenir. Aucune rémunération ne peut, en tout cas, acheter cela. Pourquoi? Parce que c'est un combat de dignité. Et je vous avais même rappelé que certains pensent que le combat des transformateurs, c'est un combat pour, comment dire, avoir un poste de président de la République pour un gouvernement. Mais c'est plus grand que ça. Tous les postes du Tchad réunis ne suffisent pas pour ce combat que nous sommes en train de mener. Parce que c'est un combat pour la dignité. Et si pour vous qui me regardez en face,
S'il y a quelque chose qui peut acheter votre dignité, dites-le moi. Pour moi, et pour tous ceux qui sont engagés au nom de la justice et de l'égalité, là, rien ne peut acheter leur dignité. Même pas un poste de président de la République, de premier ministre, de ministre, etc. Parce que c'est un combat pour la dignité. C'est pour ça que ce combat est inarrêtable. Et c'est pour ça que nous allons le gagner. Nous allons le gagner pour que le Tchad serve d'exemple pour le Sahel, pour la sous-région, mais au-delà. Et au-delà. Parce que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont les défis auxquels de nombreux pays africains autour de nous, mais au-delà, font face aussi d'une certaine manière. Et donc, je fais confiance à votre intelligence en tant que peuple. Vous n'avez jamais trahi cela. Et votre confiance, c'est la seule boussole qui va me guider. Dans tout ce que nous entreprenons, c'est ça qui va nous guider. Et parfois, en cours de route, il y aura des incompréhensions. Il y aura des compréhensions retardées. Il y aura des gens qui auront besoin un peu plus de temps, un peu plus de pédagogie. Mais cela ne doit jamais nous amener à nous détourner ou à douter de nous. Un peuple qui doute de lui est un peuple capable de tout accepter. On va vous amener même à douter de votre capacité à infléchir la donne. Et donc, je voudrais que vous restiez avec cette ferme conviction et ensemble, nous allons y arriver. Nous allons arriver à cette ère promise là de justice et d'égalité. Et personne parmi nos combattants ne sera passé en perte et profit. Et aucun de nos combats ne sera oublié. Et aucune des dimensions ne sera abandonnée. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un bouclier 360 degrés qui est un bouclier populaire porté par le peuple, qui est un bouclier diplomatique et médiatique porté pour que notre histoire ne soit pas racontée. On a raconté au monde une fausse histoire du Tchad. Un Tchad en sécurité, un Tchad unijambiste, un Tchad qui n'aurait pas des gens qui ont besoin d'opportunités, etc. Alors que c'est totalement le contraire. Donc c'est à nous aussi de raconter cette histoire-là. Mais les différentes autres dimensions des boucliers sécuritaires, etc., eh bien nous devions être au rendez-vous de l'ensemble de ces aspects-là. Et où que nous soyons au Tchad, que nous soyons dans la diaspora, eh bien nous allons renforcer chacune des composantes de ces boucliers de manière à ce que cela permette au peuple d'arriver à cette ère promise de justice et d'égalité. Voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers compatriotes, au sein de la commémoration de cette proclamation de l'indépendance, avec ceci, pour en finir, c'est que nos pères et mères fondateurs ne se sont pas trompés. Ils ont compris que la proclamation de l'indépendance ne voulait pas dire la liberté pour le peuple tchadien. Et nos amis en face, qui n'ont pas compris cela, nous les renvoyons à aller réétudier l'hymne de notre pays. Tu as conquis ta terre et ton droit, mais ta liberté naîtra de ton courage. Oui, ta terre, on a dessiné 1 284 000 km². Le colon l'a dessiné d'ailleurs, soit dit en passant. Ton droit, le droit de choisir tes dirigeants, mais ta capacité à l'exercer, ta liberté naîtra de ton courage. Vous savez, et je compte sur votre ilm et votre cadeau, parce qu'en fait, une conjugaison au futur, ça veut dire que ce n'est pas encore acquis. Et pour y parvenir, c'est en l'exerçant. Donc souvenez-vous, nous voulons être un peuple libre, enfin, par fidélité à cet hymne-là. Parce que nous voulons être un peuple qui choisit ses dirigeants. Les Tchadiens n'ont jamais choisi leurs dirigeants. Et même, paix à son âme, le président qui est décédé, il l'a rappelé. Et vous vous souvenez, la période de transition, qui a choisi ceux qui dirigent la transition? Ce n'est pas les Tchadiens. Qui a choisi les différents groupes qui se sont imposés à la tête du pays en organisant des fausses élections, en organisant une confiscation armée du pouvoir? C'est parce que les Tchadiens n'ont jamais choisi leurs dirigeants. Donc notre combat, après le droit de marcher pour un peuple comme un bébé, c'est le droit de choisir ses dirigeants. Un peuple qui n'a pas choisi ses dirigeants ne peut pas être un peuple libre. Et donc ce n'est que quand nous allons réussir à choisir nos dirigeants, de manière à ce que l'urne portée par le peuple, dans l'égalité et dans la justice, l'égalité citoyenne, une personne, un citoyen, une voix. Un citoyen, une voix, c'est ça l'égalité citoyenne. Que cette urne-là, et donc ce choix porté par le peuple, soit supérieur à tous les autres groupes, y compris supérieur à toutes les armes.
qu'un petit groupe pourrait avoir. Le jour où nous allons arriver à cela, alors nous allons chanter en chœur Darda Darna. En vrai, ce pays est le nôtre. Et parce que ce pays est le nôtre, nous ne devons l'abandonner pour rien au monde. Voilà l'espérance avec laquelle je voudrais vous laisser, en priant pour que Dieu prenne en garde notre pays, mais en vous demandant aussi, au-delà de la prière, de vous engager résolument sur le terrain. Parce que nous ne pouvons pas dire que la lumière soit et la lumière sera là. Nous devions être capables d'agir pour que la lumière vienne. La prière seule ne ramènera pas la lumière à notre pays. La prière seule ne transformera pas les molécules d'hydrogène et d'oxygène en eau, H2O. Il faut bien aller dans un laboratoire pour transformer ces molécules. Seule la prière ne permettra pas. La prière seule ne permettra pas de soigner les fièvres typhoïdes et les paludismes. La prière seule ne nous permettra pas d'arrêter les inondations. Si nous n'avons pas fait les caniveaux, nous ne pourrions pas arrêter les inondations année après année. La prière seule ne tuera pas tous les moustiques. Si nous ne les avons pas tués, nous allons mourir de paludisme. La prière seule ne créera pas des emplois pour notre pays. Si nous ne nous engageons pas résolument à faire en sorte que nous ne confondions pas les poches privées avec les poches publiques, elle ne permettra pas la prière seule d'y arriver. Et donc, je voudrais vous exhorter à la foi. L'hymne de notre pays, c'est une prière. L'hymne a été écrit en tout cas dans un lieu de culte. Donc c'est une prière. Nous sommes un peuple de croyants. Parce que l'hymne de notre pays finit par que Dieu te prenne en garde. Voyez-vous? Donc c'est en tant que croyant aussi que je crois dans la nécessité d'un engagement pour construire un Tchad d'égalité et de justice dans lequel même les non-croyants auront l'égalité et la même justice avec les croyants dans la République. Voilà le Tchad dans lequel je crois. Et donc, c'est pour ce Tchad-là que nous devons nous engager, non pas seulement en méditant, mais aussi en étant capables de nous engager résolument sur le terrain. Et c'est ça la perspective que nous devons nous offrir ensemble pour arriver à cette terre promise-là de justice et d'égalité. Parce que dans un pays, rien n'est plus important que la justice et l'égalité citoyenne. Là est la différence fondamentale que nous avons avec certains, que nous devons convaincre ou amener à intégrer cette donne-là pour l'avenir de notre pays. Rien n'est au-dessus de la justice et de l'égalité. Voilà ce qui doit nous guider afin que nous puissions y arriver. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne commémoration et à bientôt à N'Djamena et dans tout le Tchad, à vos côtés, parce que vous êtes la plus grande force de ce peuple qui est debout et à côté de qui nous nous sommes engagés de manière irréversible à nous battre jusqu'à ce que la victoire arrive. Voilà, à bientôt et bonne soirée.